Dans cette séance, on va voir les différents types d'échantillons sanguins obtenus, les différents types des additifs utilisés pour préparer le plasma ou le sérum, l'ordre de remplissage du tube et mélanger le contenu du tube. On commence avec les types d'échantillons sanguins ou la différence entre plasma et sérum. Le plasma est obtenu après une centrifugation de son présence d'anticoagulants. Donc, le plasma est théoriquement plus représentatif de la réalité physiologique d'un sang non coagulé. Alors que le sérum, l'obtention ou la préparation du sérum, c'est après la coagulation des sangs prélevés, des substances, en absence d'anticoagulants. Donc après la centrifugation, on obtient un sérum et un coagulant. Le coagulant qui est un agrégat compact de fibrine et des cellules sanguines. Donc le sérum ne contenant pas de fibrinogène. Et parce que la fibrinogène est consommée durant la coagulation. Et aussi, la concentration de glucose dans le sérum est abaissée par rapport au plasma. Et il y a aussi la production de certains analytes ou de certains métabolites durant le processus de coagulation, par exemple le potassium, le lactate, le phosphate. Donc, leur concentration est augmentée dans le sérum par rapport au plasma. Donc, le sérum n'a pas la même composition que le plasma. Toutefois, certains examens biochimiques doivent être réalisés sur des sérums et pas sur le plasma. Parce que la présence d'anticoagulants et les fibrinogènes dans le plasma peuvent générer des interférences sur le dosage. Par exemple, les examens comme le dosage des protéines spécifiques par les méthodes immunochimiques, le dosage des constituants lipidiques ou encore l'analyse par l'électrophorèse des protéines et des lipoprotéines. Ces analyses sont faites sur le sérum ou doivent être réalisées sur le sérum et pas sur le plasma. Maintenant, après le prélèvement, vous obtenez un sang natif. Le sang natif, c'est le tube contient l'anticoagulant. Le sang obtenu après l'ajout de l'anticoagulant, c'est le sang anticoagulé. Après la centrifugation, on obtient un plasma et pas sérum. Un plasma. Et après la congélation, le plasma devient plasma congelé. Si le tube de prélèvement contient un autre additif, c'est par exemple l'activateur de coagulation. Donc, la coagulation, on obtient un sang coagulé rapidement. Alors que le type qui ne contient pas un activateur de coagulation, il s'appelle le tube sec, après une coagulation lente, on obtient un sang coagulé aussi. La centrifugation de sang coagulé va donner un sérum. Maintenant, on passe les différents types des additifs utilisés pour préparer le plasma au sérum. Pour préparer le plasma au sérum, on utilise des différents additifs. Le premier, c'est les anticoagulants. L'anticoagulant est une substance ayant la propriété d'inhiber la coagulation naturelle du sang. Deuxième additif utilisé est l'activateur de la coagulation avec le gel séparateur. L'activateur de coagulation, c'est une substance accélère la coagulation. Troisième tube utilisé, sans additif, sans activateur, ni gel, ni l'ajout de l'anticoagulant. Avant de voir les différents anticoagulants utilisés et les autres additifs et leur mode d'action,
il faut voir une généralité sur l'hémostase, mécanisme d'hémostase. L'hémostase, c'est l'ensemble des mécanismes assurent l'arrêt de saignement ou l'hémorragie en cas d'une rupture de la paroi vasculaire par la formation d'un caillot ou d'un thrombus fibrinoplactaire. Donc, c'est grâce à quoi? Par l'activation plactaire, ce qu'on appelle l'hémostase primaire, et par l'activation des facteurs de coagulation ou l'hémostase secondaire. Donc, après l'activation plactaire et la formation de clous plactaires au niveau de la brèche de la paroi vasculaire, et en présence des facteurs de l'activation du facteur de coagulation et la transformation de la fibrinogène en fibrine, il y a la formation de thrombus fibrinoplactaire qui va arrêter le saignement ou l'hémorragie. Donc, le processus de l'hémostase, il y a deux processus de l'hémostase, le processus de l'hémostase primaire et le deuxième processus, c'est l'hémostase secondaire. L'hémostase secondaire, au niveau de l'hémostase secondaire, il y a l'activation des différents facteurs de coagulation. En présence des ions de calcium, il y a l'activation de thrombine, le prothrombine, pardon, ou le facteur 2 en thrombine 2. La thrombine 2 va transformer la fibrinogène plasmatique en fibrine. La fibrine va se lier avec le caillot sanguin, avec le caillot, l'agrégation plactaire ou le clou plactaire pour former un caillot sanguin de fibrine réticulée. Et ce caillot-là va arrêter le saignement ou l'hémorragie. C'est ça le processus en général, le processus de l'hémostase. Donc, il y a deux processus. La première, c'est le premier processus, c'est l'hémostase primaire par la formation de clous plactaires, l'agrégation plactaire réversible. Deuxième processus, c'est l'hémostase secondaire. L'hémostase secondaire, durant l'hémostase secondaire, il y a l'activation de plusieurs facteurs de coagulation. En présence des ions de calcium, le résultat final est de l'hémostase secondaire, la transformation de fibrinogène plasmatique ou sérique en fibrine. Ce fibrine-là va se lier avec le caillot plactaire pour former une agrégation plactaire irréversible. On commence avec le premier anticoagulant. Le premier anticoagulant utilisé, c'est l'EDTA. On dit le type EDTA. L'EDTA est de bouchon de couleur violet. L'anticoagulant, l'EDTA, l'additif ou le mode d'action de l'EDTA va chélater les ions de calcium. Donc, le réactif de l'EDTA va chélater les ions de calcium de façon irréversible. Par cette façon, l'EDTA va inhiber le processus de coagulation. L'EDTA, la concentration de l'EDTA utilisée dans le type est 1 à 2 mg par millilitre de sang. Donc, faites attention, si on augmente la concentration de l'EDTA, le réactif de l'EDTA peut provoquer le rétrécissement des cellules sanguines. Donc, faites attention, il ne faut pas dépasser cette concentration-là. Immédiatement après le prélèvement,
inversez doucement le tube EDTA 9 à 10 fois pour bien mélanger le sang prélevé avec le réactif EDTA et éviter la formation des micro-caillots. Donc, il faut remplir impérativement le tube EDTA jusqu'au niveau de remplissage. Et les domaines d'application, le type EDTA utilisé dans les analyses d'hématologie, comme la FNS, le dosage de l'HbA1c, le groupage sanguin et le plasma EDTA est utilisé pour le dosage d'ammonium, d'ACTH, etc. Mais le tube EDTA n'est pas utilisé pour le dosage de calcium et le réactif EDTA inhibe aussi la phosphatase alcaline, la bilirubine, la créatine kinase. C'est parmi les inconvénients de réactif EDTA. Et le réactif EDTA provoque parfois une agglutination in vitro des plaquettes qui induit une pseudothrombopénie. Donc, la numérisation plaquetaire, de préférence de faire ou de contrôler sur un prélèvement de type citrate de sodium et pas sur un tube EDTA. Maintenant, on passe au deuxième réactif ou anticoagulant utilisé, qui est le citrate de sodium. Le citrate de sodium utilisé est à 3,2%. La concentration de citrate de sodium utilisé est 3,2%. Le type citrate est de couleur de bouchon bleu. Le mode d'action de citrate de sodium va inhiber ou arrêter la coagulation par la complexion on va chélater les ions de calcium. Mais cette action est réversible. Après le prélèvement de sang, c'est après de remplir le tube citraté, inversez doucement le tube de citrate au moins 5 fois. Immédiatement après le prélèvement, la centrifugation aussi s'effectue immédiatement ou dans les 2 heures qui suivent le prélèvement. Le plasma citraté 3,2% utilisé pour les tests de coagulation ou l'hémostase, comme le TP, le dosage de fibrinogène, les antithrombines, les parinémés, les facteurs de coagulation, alors que le sang total citraté est utilisé pour les analyses de VS, les analyses de VS, la vitesse de sédimentation. Mais jamais utiliser le sang citraté pour le dosage de sodium. Il faut maintenir le bon rapport entre sang et l'anticoagulant pour l'échantillon de citrate qui doit être de 1 pour 9. Donc, il faut remplir impérativement ce tube parce qu'un manque de citrate dans l'échantillon entraîne la formation des microcoagulants et ou la coagulation de l'échantillon. Alors qu'un excès de citrate dans l'échantillon entraîne une distorsion des résultats d'analyse liés à la fixation du calcium. On passe maintenant au troisième anticoagulant utilisé qui est l'héparine. Le tube qui contient l'héparine est de bouchon de couleur vert. Il y a l'héparine de lithium. Parfois, on utilise l'héparine de sodium ou d'ammonium. Le sel de lithium, il est plus utilisé à concentration entre 0,2 à 0,5 mg par millilitre de sang. L'héparine
Euh, Inhiber aussi l'héparine, c'est un anticoagulant qui arrête la coagulation, le processus de coagulation par l'activation ou l'augmentation de l'activité inhibitrice de l'antithrombine. Donc, le réactif de l'héparine va augmenter l'activité inhibitrice de l'antithrombine 3, qui est l'antithrombine 3, qui va inhiber le facteur 10 ou inhiber aussi la thrombine ou le facteur 2 activé. Par cette façon, après l'inhibition de facteur 10 et la thrombine, euh, il n'y a pas la formation ou la production de fibrine à partir de fibrinogènes. Et par cette façon, il y a l'inhibition de processus de coagulation. Le sel de lithium, si vous utilisez un tube qui contient sel de lithium, jamais de doser le lithium à partir de ce tube. Les sels d'ammonium ne dosent ni de l'ammonium ni pour le dosage de l'urée. L'héparine est l'anticoagulant le plus répandu pour les analyses de biochimie, comme l'ionogramme, bilan rénal, hépatique, bilan pancréatique, bilan glycidique, bilan protéique et bilan lipidique. Mais elle ne protège pas de la dégradation des glucoses et elle est considérée comme inhibiteur de la réaction antigène-anticorps. C'est pour ça le type hépariné n'est pas recommandé dans les dosages qui utilisent les méthodes immunologiques. On passe au autre inhibiteur, c'est l'inhibiteur de la glycolyse par le réactif fluorure de sodium ou le réactif monoacétate. Si le dosage de glucose ou de lactate n'est pas fait dans l'heure qui suit le prélèvement, dans ce cas, il faut faire le prélèvement de cette analyse dans un type de fluorure pour éviter la consommation de glucose par les cellules sanguines vivantes. Donc, l'utilisation de cet additif utilisé pour les prélèvements destinés à la mesure de la glycémie ou au dosage de lactate. Si le prélèvement ne peut pas être traité dans une heure qui suit le recueil. L'action de ces deux additifs, comment inhiber la glycolyse? Le fluorure de sodium inhibe l'enzyme de l'endolase, alors que le monoacétate va interagir sur l'enzyme glycéraldéhyde 3-phosphate déshydrogénase. Par cette façon, les deux réactifs vont inhiber, vont arrêter la glycolyse ou la dégradation des glucoses plasmatiques. On passe maintenant aux autres additifs utilisés pour préparer le sérum. C'est l'activateur de la coagulation avec le gel séparateur. L'additif utilisé ici pour préparer le sérum, c'est les microparticules de silicium avec un gel séparateur à base de résine. Donc, après la centrifugation, voilà un tube qui contient l'activateur de la coagulation et le gel séparateur à base de résine. Après la centrifugation, le gel séparateur se place à l'interface du sérum et le gel limite le contact, entre le sérum et les cellules sanguines.
Donc, il permet un allongement des délais de transmission des tubes de sang centrifugé. C'est ça le rôle de gel séparateur à base de sérine. Une coagulation rapide avec une centrifugation rapide. C'est ça l'intérêt d'utiliser le tube avec activateur de la coagulation et avec un gel séparateur. Donc, on obtient un sérum, on peut préparer, on peut obtenir le sérum rapidement par l'utilisation de ces deux additifs. C'est au contraire au tube sec qui ne contient ni le gel ni l'activateur de coagulation. Donc, la préparation de sérum prend beaucoup de temps, presque une heure. Ce type destiné pour les analyses de lithium, le bilan hormonal, la sérologie infectieuse, l'électrophorèse des protéines sériques, le dosage de marqueurs tumoraux, le dosage des vitamines, le folate, le cortisol, le vitamine D, etc. L'avantage d'utilisation d'un anticoagulant. Le premier avantage, c'est le volume de plasma récupéré est supérieur à celui du sérum, de 15 à 20%. Deuxième chose, l'anticoagulant bloque tout le phénomène résiduel de coagulation qui a un effet néfaste sur le fonctionnement des analyseurs et susceptible d'introduire des erreurs. Et le résultat plasmatique serait plus représentatif de l'état physiologique in vivo. Et l'utilisation de l'anticoagulant va réduire le risque d'hémolyse et thrombocytolyse, en particulier les plaquettes demeurent intactes in vitro, ce qui évite tout risque de pseudo-hypercalémie, phénomène souvent observé dans le sérum. Donc, pour éviter ce phénomène, de préférence d'utiliser le plasma qui était obtenu à partir d'un tube contient anticoagulant. Maintenant, l'ordre de remplissage des tubes. Si vous avez fait un prélèvement, le premier tube à remplir, c'est le tube citrate de sodium à 3,2% qui est destiné pour les analyses d'hémostase. Parce que c'est le premier tube à remplir pour préserver l'intégrité de l'échantillon et éviter déclenchement de coagulation. Le deuxième tube qui suit le citrate de sodium, c'est le tube sans additif ou le tube avec gel séparateur et l'activateur de coagulation. Remplir avant les tubes avec les anticoagulants pour éviter la contamination de ce type avec les anticoagulants qui ont un effet sur la rapidité de coagulation dans le tube sec. Troisième tube à remplir, c'est le type héparine liée au sodium ou au lithium. Remplir ce type-là, remplir avant le tube de Béthia parce que ce dernier peut perturber quelques facteurs de sang comme le dosage de calcium, de potassium, de magnésium. Le DTA aussi va un effet sur quelques enzymes, va inhiber certaines enzymes comme le phosphatase alcaline, etc. Le quatrième tube à remplir, c'est le tube EDTA. Donc, le tube EDTA rempli après tout le tube pouvant servir au dosage des électrolytes. Le tube suivant, c'est le tube de fluorure ou l'oxalate de potassium, fluorure de sodium. Le tube, c'est le dernier tube à remplir parce qu'il contient des
plusieurs réactifs chimiques. Il y a des autres tubes à remplir. En dernier, c'est le tube destiné le dosage des anti-inflammatoires comme l'IS, citrate de sodium à 3,8%. Maintenant, l'homogénéisation. L'homogénéisation des types est impérative. Par d'agitation, l'homogénéisation doit être douce par retournement successif long, immédiatement après le prélèvement, 8 à 10 fois au total. Merci pour votre attention.